Bonjour à tous. Donc je suis Audrey Bellars, je suis l'ambassadrice régionale du Mois sans tabac et je pilote toute la campagne dans le Grand Est. Eh bien, bonsoir à tous. Hervé Martini, donc je suis médecin tabacologue, addictologue et secrétaire général de l'association Addiction France. Vous avez un petit outil conversation si vous avez des questions. Et puis on va faire une petite présentation avec Sandrine Charnier qui va se présenter dans les suites. Et on aura un petit temps d'échange via la conversation, ou si vous voulez ouvrir le micro, il n'y a aucun problème. On est à votre disposition pour échanger. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Charnier, psychologue, présidente du comité territorial 54 d'Addiction France. Alors, ce premier webinaire est un webinaire, si vous voulez, d'introduction générale sur toute une série de webinaires. Il y en aura 8 qui préfigurent, je l'espère, un mois sans tabac riche en événements. Et donc, on va vous présenter ce soir quelques données générales sur le tabac. Alors, après quelques éléments d'épidémio, on parlera un peu des différents et des nouveaux produits du tabac. On parlera, et je parlerai de la dépendance pharmacologique, et Sandrine abordera les thèmes de la dépendance psychocomportementale, de la motivation, etc., qui sont des éléments clés dans l'approche du fumeur, et notamment dans l'aide à l'arrêt. Alors, quelques petites notions, c'est quoi être un fumeur en France? Donc, on avait constaté une baisse croissante, vous voyez ici sur le graphique de l'OFDT, dans le cadre du baromètre Santé publique France, une baisse croissante du nombre de fumeurs quotidiens parmi les adultes de 18 à 75 ans. Et puis, au décours de la période Covid, on a constater une stagnation finalement de cette diminution des fumeurs quotidiens. Vous voyez la petite courbe bleue ou verte pour certains, avec une augmentation de la consommation, du tabagisme quotidien, de l'usage quotidien de tabac chez la femme, qui là par contre ça effectivement augmente. Donc, vous voyez que environ 32% des personnes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré fumer du tabac, avec un tabagisme quotidien à 25%. Et donc, voilà. Et fait marquant, le tabagisme chez la femme, qui baissait jusqu'alors, réaugmente. Je rappelle que aux États-Unis, la première cause de cancer chez la femme, c'est plus le cancer du sein, c'est le cancer du poumon. En France, c'est pas encore le cas, mais c'est ce qu'on appelle le signe du croisement. Donc, toujours être vigilant. On doit accentuer nos messages de prévention en direction de ce public-là, qui est très à risque actuellement. Alors, quand on parle de tabagisme, on parle aussi des adolescents. Vous le savez que 70 000 fumeurs décèdent tous les ans. Il faut les remplacer, comme dit l'industrie du tabac. Donc, le public cible, c'est effectivement les adolescents. Alors, fort heureusement, on a constaté une baisse de l'expérimentation. L'expérimentation, le fait d'avoir consommé au moins une fois un produit dans sa vie, donc de 0 à 17 ans, vous voyez que entre 2017, on était à 59% de la classe d'âge des 17 ans qui consommaient, qui avaient expérimenté, donc essayé au moins une fois du tabac, on est passé à 46. Donc il y a eu effectivement une diminution, une évolution plutôt dans le bon sens en termes d'expérimentation du tabac. Je noterai quand même le tabagisme intensif, c'est-à-dire c'est considéré comme étant une consommation de plus de 10 cigarettes par jour, qui, vous le voyez, était coté à 5,2 en 2017 et à 3,7. Il y a une petite baisse, effectivement. Mais qui reste, vous voyez, chez les garçons, relativement fort. Les comportements de consommateurs chez les garçons ont toujours des comportements effectivement à risque, que ce soit pour l'usage de tabac, d'alcool ou de cannabis. Vous voyez la chicha, ça reste là aussi, ça montre une diminution effectivement de l'expérimentation de la chicha entre 2017 et 2022. Et la e-cigarette, on le verra tout à l'heure, c'est un peu l'inverse puisqu'il y a une augmentation de l'expérimentation. Ce qui est important de noter aussi, c'est cette baisse finalement et ce qui est très très louable et très important pour nous, qu'une baisse de l'expérimentation du tabac chez les plus jeunes, cache néanmoins des inégalités sociales qui sont toujours marquantes et qui se creusent encore. On voit que plus la personne est diplômée, moins elle aura une prévalence importante de tabagisme quotidien. Inversement, une personne peu diplômée ou sortie du système scolaire aura tendance à être beaucoup plus fumeur. Et que ce soit en termes de niveau scolaire, mais aussi en termes de revenus. Et effectivement, plus le revenu est élevé, plus la prévalence du tabagisme quotidien est faible. C'est quasiment un facteur multiplicatif par 2, la notion de revenu. Alors, chez les adolescents, c'est d'autant plus flagrant. Vous voyez, si on prend des étudiants hors système scolaire et des personnes qui sont dans des lycées généraux ou technologiques, vous voyez qu'on passe d'un facteur
par 4 en termes d'usage quotidien. Donc là encore, finalement, cette baisse de consommation de tabac chez les ados ne doit pas masquer des fortes inégalités. Et peut-être nous, professionnels de santé, on doit agir au plus près, notamment des apprentis ou des personnes qui sont sorties du système scolaire. Donc il y a des programmes très spécifiques, notamment Tabado, qui est un programme national validé, un programme probant en direction des adolescents, qui a montré l'efficacité des adolescents apprentis. Donc là, un enjeu, à mon avis, très important, action auprès des publics ados, apprentis ou hors du système scolaire. Alors, je reparlerai de la e-cigarette. Vous savez que la e-cigarette, c'est un débat éternel sur la consommation d'e-cigarettes, notamment chez les plus jeunes, comme mode d'entrée éventuel dans un tabagisme actif. Donc vous voyez que c'est environ 38% des 18-75 ans ont expérimenté la cigarette électronique en 2021 et ça reste stable. Il n'y a pas eu d'augmentation majeure de l'expérimentation d'e-cigarettes, notamment parmi le public adulte. L'usage quotidien concerne 5% des adultes. Alors là aussi, vous avez ce qu'on appelle les vapofumeurs qui sont encore importants. Donc les vapofumeurs, c'est des personnes qui vont de vapote ou alors complètement supprimer la vapote et être sans substitut nicotinique. L'usage quotidien, 5% des adultes, ça reste stable aussi. Par contre, on a remarqué chez l'ado, entre 2017 et 2022, donc c'est des chiffres qui sont sortis tout récemment via l'OFDT, une augmentation de l'expérimentation qui passe de 52 à 56%, donc plus 4% d'expérimentation supplémentaire à 17 ans. Et quand on parle d'usage récent, c'est-à-dire qu'on interroge les personnes, on demande, ben voilà, est-ce que dans le mois qui précède l'enquête, est-ce que vous avez utilisé votre vapote? Et vous voyez que là, on est passé de 17% à peu près à 31%. Donc une nette augmentation de l'usage d'e-cigarettes. On verra après plus en détail la typologie, la structure de la consommation d'e-cigarettes chez les adultes et chez les adolescents. Et vous voyez que l'usage quotidien a triplé, là en 5 ans, a triplé de un peu moins de 2% à près de 6%. Donc globalement, stabilité de la consommation d'e-cigarettes chez la population adulte, mais augmentation de consommation et usage quotidien qui a augmenté, voire triplé chez les ados. Donc ce graphique très complexe, mais extrêmement informatif de Escapade et OFDT, donc on voit un peu les expérimentateurs d'e-cigarettes. Ça voit un peu la typologie, la structure finalement de ces populations. Donc on voit là très nettement que les non-expérimentateurs en 2017 de tabac, donc qui n'avaient jamais fumé de cigarette, étaient 14,6% à expérimenter les cigarettes. Ils sont beaucoup plus maintenant. Donc les personnes qui n'ont jamais consommé de cigarettes classiques sont maintenant quasiment 24% à essayer comme premier mode d'entrée finalement la e-cigarette. Donc ça, c'est une nouveauté à suivre effectivement. Vous voyez que parmi les usagers quotidiens des cigarettes, donc c'est la colonne qui se trouve à votre droite, en 2017, en gros, la majorité des usagers quotidiens de tabac avaient expérimenté la e-cigarette. C'était plus de 68%, et très peu de non-expérimentaires de tabac, 2,4%, avaient essayé les cigarettes. C'était vraiment en compensation de la cigarette de tabac, je me mettais à la e-cigarette. On voit que ça change un tout petit peu en 2022, puisque même si majoritairement l'usager quotidien de tabac, l'adolescent qui consomme déjà du tabac, va expérimenter ou va utiliser la vapote, de manière quotidienne, c'est quasiment 55%, on voit un petit frémissement, une augmentation des non-expérimentateurs de tabac qui, eux, vont consommer la e-cigarette. Donc, vigilance là-dessus. On verra notamment les campagnes de prévention qui pourraient être menées sur ces éléments-là. Ce que je pointais, donc 24%, quasiment 25%, un quart, expérimentent les cigarettes, n'ont jamais consommé de tabac. Donc expérimenter, c'est des personnes qui vont simplement goûter, qui vous déclarent dans une enquête, ben oui, j'ai goûté une fois, j'ai tiré. Alors, un petit élément de statistique pour me rappeler l'importance de notre action et l'importance du mois sans tabac et de notre action en tant que professionnel de santé sur cette problématique. Si on prend le nombre de cancers, vous voyez que le tabac, c'est la première cause de facteurs liés au mode de vie de cancer. Donc près de 70 000 décès par an liés au tabac et un nombre croissant de cancers liés au tabac. L'alcool arrive en deuxième position. Et là aussi, c'est très clair, dans les populations que l'on suit, c'est la notion de polyconsommation, voire de polyaddiction, c'est-à-dire que je suis consommateur de tabac, mais également d'alcool, éventuellement de cannabis ou d'autres produits. Et Sandrine en parlera peut-être aussi après, puisque c'est une référente en termes d'addiction comportementale, nous parlerons des addictions sans produit. Donc ce qu'il faut bien rappeler là, c'est qu'on est vraiment sur un problème de santé publique majeur,
majeur, on en est tous conscients. Je rappelle, le coût social, le rapport COP met en avant un coût social de plus de 120 milliards d'euros, coût direct et indirect. On est à peu près la même chose pour l'alcool, autour d'une centaine, 120 milliards, et autour de 7 milliards pour les produits illicites. Vous voyez qu'on met beaucoup en avant l'alimentation, qui serait un facteur pourvoyeur de cancer. Si on agissait déjà sur le tabac-alcool, on enlèverait un grand nombre de cancers. Vraiment, le message, c'est les chiffres de 2015. On attend les prochains chiffres naturellement bientôt. Alors, quand on parle de produits et de nouveaux produits, donc vous connaissez dans le petit carré gris les produits classiques. La cigarette, c'est le principal produit consommé, donc soit manufacturé, soit tabac à rouler, tabac à pipe. Les pipes à eau, c'est donc la chicha, les cigares, le cigarios. Le tabac mâché, très anecdotique. Le tabac prisé, très anecdotique. Et un nouveau mode de tabac qui arrive sur le marché, le tabac chauffé. C'est la grande escroquerie la grande escroquerie, la prévention des lobbies du tabac. J'en dis deux mots. Le tabac chauffé, c'est quoi? C'est simplement du tabac dans une petite capsule qu'on va chauffer à une température inférieure à ce qui pourrait être la température de combustion d'une cigarette classique. Mais c'est comme toujours, ça va quand même chauffer le tabac, donc ça va quand même libérer des produits nocifs. Je rappelle, dans la fumée de cigarette, il y a plus de 4000 produits nocifs et du monoxyde de carbone. Donc le tabac chauffé qui est vanté comme un produit safe par les lobbies du tabac, c'est totalement une escroquerie, puisque c'est effectivement, ça va dissiper de la nicotine bien sûr, qui va rendre dépendant, mais également des produits toxiques. Le tabac mâché, à différencier du snus, qui est interdit en France, qu'on peut trouver via Internet. Le snus, c'est des petits sachets de tabac que l'on met entre la gencive et la joue, et qui va diffuser de la nicotine sans fumer, mais avec des problèmes dentaires, avec des problèmes ORL, avec des problèmes d'irritation des gencives qui sont à prendre en compte. Vous avez ensuite les produits du vapotage. Donc là, c'est la fameuse e-cigarette classique avec les e-liquides et la puff. Alors, je reviens sur la puff. Naturellement, la puff, vous avez en bas deux belles illustrations. Bien évidemment, ça c'est pour toucher un public jeune avec des codes qui sont, vous voyez, les goûts, c'est mangue glacée. Donc, on a l'impression que c'est des bonbons. C'est vraiment la culture. L'idée, c'est de dire, je dénormalise la consommation du tabac en mettant des produits qui sont fun, qui sont smart, qui sont colorés, qui sont fruités. Le côté glacé, vous voyez, le petit glaçon, on a l'impression que c'est du jus de fruits ou des bonbons. Donc là, c'est vraiment l'offensive majeure de l'industrie du tabac pour faire entrer les jeunes dans la dépendance à la nicotine et pour dénormaliser la consommation de tabac. Alors là aussi, quand on parle de lobbying, je prends 2 secondes, pour vous dire qu'effectivement, dans les pays occidentaux où une politique de lutte contre le tabagisme a été mise en place, ils entrent chez les plus jeunes via les puffs ou via les pushs, par exemple, ou le snus, mais que dans les pays, dans les BRICS par exemple, ils ont encore une politique très offensive de distribution du tabac classique. Alors les codes manga, vous voyez à côté une belle illustration de produits, ça surfe typiquement sur le code manga. Là, on ne touche pas le fumeur qui a 30 ans de tabagisme derrière lui avec les puffs. On touche vraiment un public jeune, d'où l'idée d'interdire effectivement les puffs chez les plus jeunes. Phénomène émergent, c'est des sachets de nicotine, donc à différencier du snus ou du snuff. Donc le snuff, c'est vraiment du tabac, c'est des feuilles de tabac qu'on a mis dans un petit sachet. On a souvent rajouté des additifs, nitrosamine par exemple. On a augmenté aussi le pH de la préparation pour permettre une meilleure diffusion de la nicotine dans le cerveau. On verra après les mécanismes. Et donc ça, c'est le tabac, c'est interdit à la vente en France. Et les pushs qu'on trouve aussi sur Internet, c'est de la nicotine. C'est un petit sachet de poudre de nicotine qui a la même philosophie, c'est amener de la nicotine rapidement. Et là encore, c'est pour séduire un public jeune. L'idée est encore là de normaliser, de renormaliser, si vous voulez, la consommation de tabac. Donc très clairement, on est encore des grands consommateurs, bien sûr, de cigarettes. Alors en Grand Est, globalement, on reste dans la moyenne nationale concernant l'usage de produits, la vente de produits, etc. On reste dans la norme. La nicotine, c'est le produit, donc c'est un alcaloïde qu'on va trouver dans la feuille de tabac, c'est le produit qui va rendre dépendant. Et elle est responsable de la dépendance pharmacologique, donc le tabagisme, c'est un comportement que renforce une dépendance pharmacologique. Alors, vous savez, quand on classe les produits, si on peut les classer, la nicotine est un produit addictif extrêmement fort. Très rapidement, en gros, l'âge de première consommation d'expérimentation, c'est autour de 15 ans.
Donc ça augmente, on est à peu près stable, même si globalement ça se repousse un peu vers 15,5 années. Il faut trouver la virgule comme disait Coluche. Donc globalement, un pouvoir addictif très important. À partir du moment où le jeune commence à fumer, très rapidement, il va devenir dépendant. Très rapidement, il sera obligé de prendre sa nicotine via la cigarette de manière régulière, voire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Dans la dépendance au tabac, c'est le craving. Ça, quand vous interrogez un fumeur, c'est le craving, c'est l'envie, le désir, le besoin impérieux de prendre ce produit. J'ai besoin de fumer, tout en sachant que je sais que cette consommation est néfaste pour moi. Et là, c'est un facteur qu'il faudra en prendre en compte, notamment dans la prise en charge du fumeur, parce que c'est un facteur essentiel de rechute. Donc la dépendance, comment ça se passe? Eh bien, vous avez simplement cette petite molécule qui va agir très rapidement, qui va monter très rapidement. Quand vous fumez, la nicotine contenue dans la cigarette va, par la fumée, traverser les poumons, arriver au niveau du cerveau, et en 7 secondes, vous allez avoir une stimulation d'un système qu'on appelle le système de la récompense. Alors, le système de la récompense, c'est un système très ancien, archaïque, corrélé à l'attachement, corrélé au lien social, corrélé à l'alimentation, corrélé à la sexualité, corrélé à l'hydratation. Quand un comportement est jugé positif pour l'organisme, boire de l'eau, manger, eh ben, on va reproduire ce comportement. Eh ben, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont prendre de la nicotine, eh ben, ça va stimuler la libération de dopamine qui va dire ce comportement-là, c'est intéressant pour moi, j'y retourne. Et donc au départ, sensation de bien-être, d'accord? Alors, sensation de bien-être, je tempérerai un peu, puisqu'au début, les fumeurs, quand ils commencent, sont plutôt à tousser, à dire que c'est pas très bon. Mais la pression collective, la pression du groupe, va faire que je vais continuer à fumer et donc la nicotine va s'installer. Et donc, stimulant cette zone-là du cerveau, je vais recommencer inlassablement à prendre ce produit. Et malheureusement, quand je deviens dépendant, j'ai une perte de contrôle. Je n'arrive plus à dire je fume une cigarette par jour. Je suis obligé d'augmenter ma quantité. On le voit bien, les veilles de soirée, les gens ont envie de courir au débit de tabac pour recharger, parce que ce week-end j'ai une soirée, donc je vais consommer beaucoup plus. Donc vraiment, on a besoin de cette nicotine. Donc, comment s'installe l'addiction? Eh ben, je vais d'abord initialiser le système, je vais prendre, je vais goûter, je vais expérimenter. Alors, pour certaines personnes, heureusement, je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais pas trouver ça pertinent de consommer, donc je vais abandonner le produit. Et d'autres vont trouver ça sympa, vont avoir une libération de dopamine beaucoup plus importante, vont trouver une certaine saillance dans ce comportement qui va faire qu'ils vont y retourner. Et donc, ils vont poursuivre le comportement via des automatismes. Chaque fumeur est différent, vous le verrez dans les topos suivants. Chaque fumeur est différent, chaque fumeur a besoin de sa dose de nicotine qui lui est propre. Chaque fumeur va fumer de manière très différente dans sa voiture, certains au téléphone, certains pour gérer une situation de stress. Voilà, donc ça c'est vraiment la dépendance psychocomportementale. Et malgré les conséquences émotionnelles négatives qui vont rapidement prendre le pas, je vais toujours essayer de rechercher ce plaisir initial. Mais ce plaisir initial, je ne l'ai plus. J'ai le manque qui apparaît, j'ai le craving. Si je vous garde des fumeurs 5 heures dans une salle, vous allez quelque peu être irritable. C'est un signe de manque physique. Et donc, le processus d'addiction, c'est donc ce perte de contrôle de la consommation. Alors là, on parle du tabac, mais c'est ce processus qui va être en lien aussi par rapport à l'alcool, au cannabis ou à l'héroïne. Alors là, quand on voit, c'est toujours la question qu'on pose, c'est mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent dépendantes? Alors déjà, c'est ce modèle-là, ce modèle trivarié des addictions. C'est le type de produit. Alors, tous les produits n'ont pas le même potentiel addictogène. Je vous dis, la nicotine a un potentiel addictogène extrêmement fort. C'est un produit qui va très rapidement rendre dépendant et fortement dépendant. Souvent, les patients qu'on peut suivre en consultation, qui ont eu une dépendance à l'alcool, à l'héroïne par exemple, sont substitués à l'héroïne, n'ont plus de problème d'héroïne, n'ont plus de problème d'alcool, mais par contre, il demeure un tabagisme qui est encore très très fort. Donc le tabac, c'est vraiment une drogue qui va rendre très rapidement et très fortement dépendant. La personnalité du sujet, on a tous finalement à la fois des facteurs de protection, l'estime en soi, la confiance en soi, etc., mais aussi des facteurs de fragilité, le manque de confiance, les difficultés, ça je pense que Sandrine en parlera tout à l'heure. Mais on a aussi l'environnement, c'est là qu'on peut jouer. Le fait d'avoir à disposition le produit, alors même pour les mineurs, on me dit toujours, oui, mais normalement, on se rappelle que la vente de tabac aux mineurs est interdite, mais le CNCT avait publié un très beau papier il y a une dizaine d'années, montrant qu'effectivement, la majorité des jeunes arrivaient à se fournir sans problème auprès de leur buraliste, leur débit de tabac, arrivaient à se fournir en cigarettes. Addiction France a fait un parallèle par rapport à l'alcool, a fait une enquête récente en Grand Ouest, un testing, et on a démontré qu'effectivement les jeunes, même s'ils présentaient leur carte d'identité, pouvaient se fournir en alcool dans les supermarchés. Ça pose question. Je rappelle que l'interdit protecteur a du sens. Donc les facteurs de risque d'environnement, c'est la publicité, c'est le fait que le tabac, lorsqu'on en voit dans une série, on peut s'identifier. C'est tout le tapage autour, par exemple, des puffs.
Et je vous ai montré les images sur le côté très smart, très ludique, très girly, très sucré, hein, très sweetie, qu'on peut trouver de l'usage de ces puffs. L'idée étant, je vous dis, de renormaliser une consommation de nicotine, dans les facteurs à l'environnement. Ça, c'est quelque chose de très clair. Alors, j'en ai beaucoup dit. Je suis un peu déshydraté. Alors, je vais laisser la parole à Sandrine qui va vous expliquer un peu le côté, je dirais, plus psychocomportemental de la dépendance au tabac. Très bien, merci Hervé. Alors, on va reprendre déjà effectivement la définition même de l'addiction parce que c'est un point qui est extrêmement important. Si on reprend la définition de Goodman, qui nous dit que l'addiction, c'est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui a comme fonction de procurer du plaisir ou de soulager un malaise intérieur, ce comportement étant réalisé sous un mode caractérisé par l'échec répété dans le contrôle de ce comportement et la persistance de ce comportement en dépit des conséquences négatives. Ce qui veut dire que cette définition a un point qui est très important parce qu'elle va nous parler de la composante physique, donc de la dépendance physique, comme vient d'expliquer Hervé, mais aussi la composante psychologique et comportementale, donc de la dépendance psychologique et comportementale. Donc, si on résume clairement, il faut avoir ces notions où effectivement l'addiction, c'est l'impossibilité de contrôler un comportement. Donc, même si la personne veut arrêter, ne pas consommer, ça devient impossible pour elle de contrôler. Et qu'elle a bien conscience des conséquences de ce comportement, elle a bien connaissance effectivement de ses conséquences négatives, mais elle ne peut s'empêcher de consommer. Donc, on a bien l'idée d'un dommage causé et bien sûr, l'objectif étant toujours de procurer du plaisir ou de soulager un mal-être. Et on va du côté comment s'installe la dépendance. Alors effectivement, on a la dépendance comportementale. La dépendance comportementale, on pourrait l'imaginer comme une espèce d'automatisme qui s'installe, comme une espèce de conditionnement qui se met en place. Alors, comment se met en place ce conditionnement? Donc, il est clair qu'au départ, quand on commence à fumer, on va commencer à fumer dans une certaine situation, dans un certain lieu, à un certain moment, on va l'associer éventuellement à d'autres consommations. Et à force de répéter, petit à petit, ces lieux ou ces moments vont déclencher ce qu'on appelle le craving, l'envie persistante, l'envie impérieuse de fumer. Si on prend un exemple, on peut prendre l'exemple du café. Le café, qu'on peut associer rapidement à la cigarette. Donc, en associant ce café à la cigarette, le café en lui-même va déclencher l'envie de fumer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance comportementale. On peut prendre l'autre exemple qui est la voiture. Dès qu'on rentre dans la voiture, on allume une cigarette. Et après, effectivement, rien que le fait de rentrer dans la voiture va donner l'envie de fumer et va faire que la personne est incapable de s'empêcher d'allumer sa cigarette. Donc, c'est ce qu'on appelle la dépendance comportementale. Donc, elle va jouer un rôle très important dans le sevrage ensuite. Parce qu'effectivement, ces associations, ces habitudes, ces automatismes qui se sont pris vont être compliqués à éteindre ou à modifier. Donc ça, c'est du côté de la dépendance comportementale. Alors, à côté, on a ce qu'on appelle la dépendance psychologique. Alors, la dépendance psychologique, on va parler des émotions en tant que telles. Comme on a vu tout à l'heure avec Hervé, la nicotine amène certains effets du fait que c'est un produit psychoactif et donc va jouer sur le ressenti que la personne va avoir. Si on imagine que la personne se situe à un moment donné dans un état de stress ou d'anxiété, va fumer une cigarette, elle va effectivement avoir cette impression, qui peut éventuellement être vérifiée au départ, que le fait de fumer va diminuer son anxiété ou son stress. Et donc, petit à petit, va se créer une autre association. C'est-à-dire le fait que la personne, quand elle est dans un état d'anxiété ou de stress, eh ben, cet état va déclencher tout seul l'envie de fumer, parce qu'elle sera en attente d'une diminution de ce stress ou de cette anxiété. Donc, on va avoir des associations comme ça qui vont se faire avec différentes émotions. C'est vrai que je vous ai parlé de l'anxiété, du stress, mais on va aussi avoir les états de mal-être. On peut parler de dépression, mais c'est tout simplement un état de mal-être, hein,
ou alors même d'affirmation de soi lorsqu'on est dans un groupe. On va avoir l'impression que fumer va nous permettre de mieux parler et effectivement va donner cette impression de détente. Donc cette association va se créer et quand on se retrouve dans cette même situation, obligatoirement, l'envie de fumer arrive. Donc c'est ce qu'on va appeler le craving du côté de la dépendance psychologique. Ce qui veut dire que cette dépendance psychologique en lien avec l'émotion, avec les émotions, va être compliquée à gérer aussi lorsqu'on arrête le tabac. Parce que la grande question qui va se poser, c'est finalement, je fais quoi de mon anxiété, de mon stress? Je fais quoi quand finalement je suis avec du monde et que je n'ose pas parler? Comment je fais pour me détendre, pour arriver à parler? Et effectivement, ça va demander un travail sur soi pour apprendre à gérer ses émotions sans le tabac. Si on continue à regarder du côté de la dépendance psychologique, alors on va voir des choses qui vont être un petit peu plus complexes si on rentre plus dans la personnalité de l'individu. Il faut savoir qu'on se construit depuis notre enfance avec des schémas qui se construisent donc durant toute notre enfance et qui continuent à se construire durant toute notre période d'adolescence jusqu'à notre période adulte. Ces schémas peuvent être dysfonctionnels. Alors, si je prends un exemple, je peux très bien penser « Oh, je suis quelqu'un de nul » ou « Je ne suis pas capable de m'exprimer ». Ça va être un schéma dysfonctionnel qui est en place et qui, du coup, va tout seul déclencher l'envie de fumer lorsqu'on l'a associé au fait de fumer. Donc, ces schémas où je commence à penser « Non, je ne suis pas capable de m'exprimer devant du monde » va déclencher ce qu'on a appelé tout à l'heure, ce qui s'est enregistré au préalable, notre association émotion-tabac. C'est-à-dire qu'on va commencer à déclencher des attentes par rapport au tabac qu'on avait déjà associées. Donc du genre, si je fume, je me sentirai plus à l'aise et j'arriverai mieux à m'exprimer. De ce fait, on a d'autres pensées qui vont arriver, qui vont être en rapport avec le craving, avec cette envie. Finalement, comme l'envie augmente, d'autres pensées arrivent en disant « tiens, si je fume une cigarette, ça va soulager ce craving ». Et du coup, on commence à avoir d'autres pensées qui arrivent, qui sont du genre « Oh je peux me permettre aujourd'hui, finalement, j'en ai fumé que 5, je peux me permettre une 6e. Ou alors, ça fait 2 jours que je n'ai pas fumé, je peux me permettre. » Et donc, ça va être des schémas qui nous autorisent à passer à l'action. Donc, c'est un peu comme ça que se passe tout notre fonctionnement dans notre cerveau. Alors, c'est très, très, très rapide. Notre conscience ou notre accès à ce fonctionnement est compliqué et il faut effectivement du temps pour comprendre comment ça se passe. Quels sont mes schémas centraux dysfonctionnels qui font que finalement, j'ai créé cette association émotion-tabac. Donc voilà, si on peut expliquer, schématiser la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Bien sûr, la dépendance comportementale, la dépendance psychologique, nos schémas, tout ça rentre dans une espèce de marmite pour créer notre dépendance en tant que telle. Alors maintenant, on a un autre point qui rentre aussi en compte dans la dépendance au tabac, ce qu'on appelle la motivation. La motivation à l'arrêt, la motivation à la diminution, et cette motivation est très complexe parce qu'elle passe par différentes étapes. En fait, c'est un peu comme si on montait un escalier et à chaque fois, on a un palier. Et à ce palier, effectivement, il y a du travail à faire pour pouvoir monter ensuite l'escalier suivant. C'est un peu au départ, on se dit un peu, finalement, j'ai pas de problème avec le tabac, tout va bien, on se pose aucune question. Et progressivement, on va arriver sur un palier où on va commencer à se questionner. Est-ce que finalement, il y a un problème avec le tabac? Est-ce que finalement, je dois me poser des questions? Est-ce que les conséquences que j'observe sont liées au tabac? Donc, c'est ce premier palier qui fait que on se questionne et une fois qu'on passe ce premier palier, va arriver un second palier où on va se dire « Ah oui, effectivement, je réponds aux questions précédentes et je me dis « Oui, j'ai un problème avec le tabac, j'ai un problème, il faudrait que j'y réfléchisse. » Donc, il y a tout ce questionnement, mais comment faire? Comment faire? J'aimerais bien diminuer, j'aimerais bien arrêter.
Mais je ne sais pas. Donc, je suis sur cette espèce de palier en me posant des questions, en me disant comment je peux faire? Est-ce que finalement, j'envisage des substituts? Est-ce que j'envisage un suivi? Est-ce que j'arrête comme ça? Donc, c'est tout un questionnement pour enfin passer sur un autre palier où là, on va prendre cette fameuse décision d'arrêter. Mais alors, bien sûr, en prenant cette décision d'arrêter, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion durant la motivation sur la dépendance. Quelle dépendance comportementale j'ai? Quelle dépendance psychologique? Quelle association tabac-émotion je fais? Et quels finalement sont mes schémas que j'ai construits durant mon enfance, durant mon adolescence, qui sont persistants à l'âge adulte, qui déclenchent cette fameuse association émotion-tabac? Et c'est ainsi que progressivement, on passe à l'action et on va tenter. On va tenter, parfois ça va marcher, parfois ça va pas marcher. Des fois, on va arriver à ne pas fumer pendant une journée, parfois pendant une semaine, et puis d'un seul coup, on va reprendre parce que d'autres anciens mécanismes se mettent en route, c'est-à-dire notamment les anciens mécanismes, les mécanismes de la dépendance comportementale, les mécanismes de la dépendance psychologique et les schémas qui restent persistants. Et voilà comment se passe cette motivation. Et cette motivation, elle est un peu compliquée parce que elle peut être parfois chancelante, hein. Le matin, on est prêt, on se dit effectivement, on y va. Et puis à midi, eh ben, c'est plus compliqué. On se dit, oh, puis finalement, pourquoi faire? Finalement, c'est trop dur. Finalement, si j'en prenais qu'une aujourd'hui ou deux. Donc, cette motivation, elle bouge et régulièrement, on a besoin de la retravailler, de se redire, mais pourquoi j'aurais envie d'arrêter de fumer? Pourquoi j'aurais envie de diminuer? Et qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter? Qu'est-ce qui me freine? Et ce sont ces questionnements qui vont être importants, qui vont permettre à chaque fois de passer un nouveau palier. Donc voilà pour résumer un peu si on devait parler de motivation. Maintenant, la grande question, c'est OK, on a des informations sur la dépendance comportementale, on a des informations sur la dépendance psychologique, on a des informations sur la motivation, mais on fait quoi de tout ça? Comment agir sur cette dépendance? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il va être important de réfléchir sur sa motivation. C'est pas du jour au lendemain où on décide d'arrêter, c'est tout un processus qui est lent, qui se travaille. Des fois, on n'en a pas forcément conscience que ça se travaille. On commence à réfléchir à des choses sans en avoir réellement conscience, en se disant « Oh oui, mais tiens, c'est vrai que mes cheveux, ils sentent pas bon avec la fumée du tabac, c'est énervant. » Ou alors « Oh, qu'est-ce que je tousse le matin en me levant ?» Et on commence progressivement à réfléchir, aussi parfois avec les remarques. Et cette réflexion sur la motivation, c'est ce qui va être très important et primordial dans la prise de décision. Donc, comment agir sur la dépendance? La première question à se poser, c'est finalement, à quoi me sert la cigarette? Quel est mon type de dépendance? À quoi me sert la cigarette? Ensuite, finalement, qu'est-ce que j'imagine que va m'apporter l'arrêt ou la diminution du tabac? Qu'est-ce que j'en attends? Et quels sont mes freins à arrêter? Qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter aujourd'hui? Et si j'arrêtais demain, quels seraient les risques de reprendre? Et puis, l'autre question qui arrive souvent la première, hein, ou la première réflexion qu'on a, quelles sont les conséquences? En quoi ça me dérange le tabac? Donc voilà, réfléchir sur sa motivation, c'est réfléchir sur ces 4 axes. Après, l'autre point, ça va être agir sur le comportement. On a la dépendance comportementale, donc agir sur ces associations qu'on a fait comportement-tabac. Alors, ça peut être, par exemple, finalement, à partir de maintenant, mon café, je le dissocie du tabac. Donc, en clair, je bois mon café, mais ma cigarette, j'attends 10 minutes, 15 minutes pour la fumer. Ou alors, je prends un thé à la place du café pour qu'il ne déclenche pas l'envie de fumer. Ou alors ça va être finalement, j'attends 3 minutes avant de fumer la cigarette quand j'ai le craving. Ou alors ça va être quand je rentre dans ma voiture, ça va être une voiture sans tabac. J'ai le droit de fumer avant, j'ai le droit de fumer après, mais plus dans la voiture. Donc en fait, agir sur ces associations en les réduisant petit à petit, en leur donnant moins d'importance. Alors ça va être important parce que ça va augmenter aussi son sentiment d'auto-efficacité. C'est-à-dire que plus on réussit à dissocier ce comportement, et plus finalement on se sent capable de le faire. Donc l'idée est finalement choisir l'association qui semble la moins compliquée, la moins difficile ou la plus facile, et commencer
à la faire diminuer. Donc voilà, agir sur le comportement. Le troisième point sera finalement travailler sur cette dépendance psychologique qui est l'association émotion-tabac. Quelles sont les émotions qui déclenchent chez moi le craving? Finalement, dans quelle émotion je sens que j'ai davantage besoin de fumer? Donc, repérer ces émotions et se dire, bah voilà, finalement, je sens bien quand je suis en état de stress, ça me fait fumer davantage. L'autre question qui va suivre, c'est comment je peux gérer mon état de stress? Qu'est-ce que je peux faire quand je suis dans un état de stress autre que fumer? Donc, pour effectivement modifier cette association qu'on a mis en place entre émotion et tabac. Donc ça va être un point aussi très important. Et le dernier, qui est finalement le plus complexe, le plus compliqué, quels sont mes schémas dysfonctionnels chez moi? Qu'est-ce que je pense de moi qui fait que ça déclenche des émotions négatives? Alors c'est sûr qu'on parle beaucoup d'émotions négatives, mais ça peut être aussi, le tabac peut être aussi associé à des émotions positives. Et donc, quels sont ces schémas qui déclenchent chez moi des émotions et ces émotions étant associées au tabac? Et comment ensuite je peux les travailler? Si finalement j'ai un schéma qui est du genre je trouve que finalement je suis quelqu'un de pas intéressant, de nul, alors comment je peux travailler sur ce schéma qui est dysfonctionnel parce que personne n'est quelqu'un de nul, donc comment je peux modifier ce schéma? Et c'est là où parfois il peut y avoir besoin d'un suivi psychologique pour agir sur ces schémas. Voilà en fait quelques petites astuces, on va dire, pour travailler sur la dépendance psychologique et comportementale. Donc, on résume. La nicotine, c'est le produit donc qui va rendre dépendant physiquement, qui va agir au niveau des récepteurs au niveau cérébral, mais c'est associé effectivement à une dépendance psychocomportementale. Donc, ça implique effectivement notre approche. Elle va pas être simplement sous la substitution, c'est très important puisque ça va pas être comme de diminuer le craving et de rendre le sevrage confortable, mais il faudrait une approche plus complexe autour de l'aspect psychologique et comportemental. Alors là aussi, je crois qu'il y a des degrés variables. On peut être très dépendant physiquement, peu psychologiquement, peu sur le plan comportemental, et inversement, avoir une dépendance pharmacologique qu'on va tester au test de Ferguson relativement faible, entre guillemets, voire pas du tout, mais inversement, avoir finalement, sous le plan comportemental, une dépendance très forte. J'en ai pour preuve, quelquefois, on a des fumeurs qui fument 2-3 cigarettes par jour et qui ont extrêmement de difficultés à arrêter ces 2-3 cigarettes par jour, que pharmacologiquement, il y a peu de dépendance, mais parce qu'effectivement, ils ont associé à tel ou tel événement de leur vie. La dépendance psychocomportementale est très forte. Et c'est ce qui explique que des personnes qui ne fument que 2-3 cigarettes peuvent avoir extrêmement du mal à s'arrêter de fumer. On parle aussi de polyconsommation. Je rajoute aussi, ça me vient parce que quand je t'entends discuter, je me dis polyconsommation. Est-ce que le fait, par exemple, toi, dans ton expérience clinique, d'avoir des personnes qui ont plusieurs dépendances, plusieurs consommations, est un facteur qui va plutôt être péjoratif dans l'arrêt du tabac? Tu as remarqué Ça va être compliqué puisqu'effectivement, ces associations qui se sont faites sont multipliées avec les produits. Donc, ou alors, on va parler de dépendance comportementale ou d'addiction comportementale. Effectivement, ces émotions qu'on a pu voir sont associées à différents facteurs. Là aussi, il n'y a pas de règle toute faite. On entend parfois c'est ma méthode, c'est celle-là qui est la bonne. Finalement, chaque fumeur a un comportement qui lui est propre, des émotions qui lui sont propres, des schémas qui lui sont propres, une dose de nicotine qui lui est propre. Je rappelle la notion d'effet titration. L'effet titration, c'est chaque fumeur va trouver dans la nicotine fournie par la cigarette la dose dont il a besoin. Ce qui fait que lorsqu'on est sur un schéma de réduction de la consommation, souvent le fumeur va dire, je passe de 20 à 10 cigarettes, mais dans les 10 cigarettes qui lui restent, va trouver finalement la nicotine qu'il avait dans les 20. Donc avec des bouffées beaucoup plus profondes, plus fréquentes, pour retrouver effectivement ce sentiment-là de bien-être. Il y a un autre effet aussi, c'est l'effet bolus. C'est-à-dire que certains fumeurs aussi, lorsqu'on les interroge, ont besoin parfois de shoots de nicotine. Et ces shoots de nicotine, c'est des cigarettes à des moments très précis. Ils ont besoin d'un seul coup de prendre énormément de nicotine d'un seul coup, avec plusieurs cigarettes, des bouffées très profondes. Ils recherchent vraiment un shoot de nicotine. Et naturellement, toujours en médecine, il y a
l'effet de titration, l'effet bolus, et puis il y a finalement les deux. À la fois, j'ai besoin d'avoir une dose constante de nicotine pour me sentir bien, pour éviter le sentiment de mal-être, mais en tant que fumeur, j'ai besoin parfois aussi de bolus, et dans ce contexte-là, je vais fumer effectivement ou apporter de la nicotine le plus rapidement possible dans mon organisme. Voilà un peu les grandes notions de base qui vont préparer finalement les prochaines thématiques. Voilà, donc en fait, c'est très schématisé, hein, c'est vraiment très schématisé. La dépendance à être très, voilà, oui, schématisé, c'est le mot. Alors, s'il y a des questions, des interrogations ou même des remarques, n'hésitez pas vous pouvez soit, si vous voulez prendre la parole directement, on répondra avec plaisir à vos questions sur un petit quart d'heure, 20 minutes, ou si vous avez des questions via la conversation, n'hésitez pas. La maîtresse du temps qui est Madame Beratz nous dira exactement ce qu'il en est. Regarde un peu s'il y a des questions. Et c'est sûr que ce qu'on peut voir dans les polydépendances, hein, notamment par exemple dans les addictions comportementales, si on prend l'addiction au jeu, on voit beaucoup de joueurs qui finalement associent le fait de jouer généralement à la consommation d'alcool ou alors à la consommation de tabac. Effectivement, le jeu va procurer une certaine adrénaline qui sera gérée par la consommation de produits. Alors, ce qu'il faut aussi effectivement peut-être ajouter, c'est que la nicotine, c'est un produit psychoactif, plutôt stimulant. Au départ, hein, c'est un produit stimulant. Donc, c'est toujours l'ambiguïté des personnes qui vous disent moi j'ai besoin de tabac et de la cigarette pour, si vous voulez, me décontracter, me déstresser, alors que pharmacologiquement, c'est quand même la nicotine un produit qui est plutôt stimulant. C'est donc tout le poids effectivement de l'association émotion et effet supposé de la cigarette. On est bien effectivement dans la dépendance psychologique, dans les effets attendus. La personne attend ses effets et effectivement elle a l'impression d'avoir ses effets, alors que d'un point de vue pharmacologique, non. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce premier webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre l'organisatrice de ce webinaire qui nous transmettra vos questions. On y répondra avec plaisir. Vous avez aussi le site du Mois sans tabac qui est à votre disposition avec des outils, à votre disposition aussi pour organiser, je dirais, des événements autour de ça. Un vrai enjeu, hein, c'est vraiment de poursuivre la dénormalisation de la consommation de tabac. C'est soutenir les politiques publiques visant à augmenter notamment le prix, visant à limiter la publicité déguisée via les puffs par exemple, qui était vraiment quelque chose de dramatique sur les populations jeunes. Et surtout vraiment à intervenir. Et je pense que c'est le message. On a certes une diminution, je le dis, hein, c'est vraiment important, une diminution de la consommation peut-être chez les ados, mais pas chez tous les ados. Et on est sur des publics, notamment plus on va mal, plus les ados sont hors du système de soins, plus il faut aller vers eux. Et c'est vraiment l'aller vers. C'est pas attendre qu'ils viennent à nos consultations, c'est aller vers eux. Et je rappelle aussi, hein, un fumeur sur deux a déjà tenté d'arrêter et souhaite s'y remettre. Et même les plus jeunes, hein, les plus jeunes qui pourtant, on se dit les jeunes n'ont pas envie d'arrêter. Et lorsqu'on a mis en place Tabado, on avait des ados entre 16, 17, 18 ans, on voyait qu'ils avaient un désir d'arrêter, étaient très lucides aussi sur leur consommation. Et finalement, je remarquais que la dépendance pharmacologique, elle arrivait, mais la dépendance psychocomportementale, quand on les interrogeait, vous le verrez sans doute avec Tabac et Jeunes, je déflore peut-être un peu le sujet, mais ils vous disaient globalement, ils avaient les mêmes réflexions qu'un fumeur de 30 ans, quoi. Moi, je fume quand je suis stressé, je fume pour gérer mon ennui, alors qu'ils ont 16-17 ans et que ça fait 2 ans qu'ils fument. Hein. Donc, on voit bien que l'aspect comportemental, il arrive, voilà. Très vite, en fait. Ouais. C'est sûr que quand on regarde les adolescents, généralement le début du tabagisme, comme tu l'as dit tout à l'heure, vers 15 ans, donc généralement pour braver l'interdit, pour essayer quelque chose, pour éventuellement faire partie des pairs, hein, du groupe de pairs, hein, mais rapidement se mettent en place ces associations. Et c'est ce qui fait qu'un grand nombre vont continuer parce que les associations se mettent en vite très vite en place. La dépendance psychologique est très rapide. Donc, est-ce qu'il est plus difficile d'arrêter lorsqu'on a commencé jeune? Oui, alors c'est vrai que j'aurais pu le dire. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, donc merci de me poser la question. Oui, alors effectivement, plus le comportement est précoce, c'est-à-dire plus l'entrée finalement dans un comportement est précoce, plus il va s'ancrer au niveau du schéma du fonctionnement du cerveau, et plus le risque de dépendance va arriver, et plus les complications sont précoces aussi. On sait bien que le cerveau, en fin de compte, les connexions sont très importantes entre 12 et 25 ans. C'est là que le cerveau va faire le maximum de connexions. Et donc c'est là, pas paradoxalement, c'est là qu'arrivent finalement les expérimentations. On commence à expérimenter les produits vers cette période-là. Moi j'ai toujours dit, il y a plusieurs périodes dans la vie. On le verra après sur Tabac et Jeunes. Vous avez
au primaire, globalement, on vous dit le tabac, c'est pas bon, les jeunes vous disent, ah, c'est pas bon, tu sens mauvais, arrête, etc. L'alcool, c'est pareil. On sent que vers le collège, ça change un peu, parce que, voilà, 12-13 ans, on commence à se dire, tiens, je vais expérimenter, je vais essayer. Je vois des copains plus âgés qui fument, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Donc, le rapport à la consommation, le rapport au tabac va être différent. Et vers 17 ans, c'est l'année collège, les années lycée, c'est l'année de confirmation et de maintien, finalement, du comportement. Donc, plutôt, je vais vers un comportement, que ce soit un comportement de consommation d'alcool, a fortiori de tabac, plus effectivement il y a des risques d'être dépendant, rapidement dépendant et fortement dépendant, parce que je vais rapidement associer mes émotions, un comportement à une dépendance pharmacologique. Donc oui, effectivement. Puis la difficulté, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu encore d'apprentissage suffisant pour apprendre à gérer, par exemple, ses émotions différemment. Donc du coup, tout de suite, l'association, voilà, l'immaturité, tout de suite, l'association est très forte et c'est compliqué de faire autrement. Qu'est-ce qu'on dirait que la propension des personnes à fumer tôt est beaucoup plus grande que celle qui fument plus tard? Est-ce qu'il y a des adultes qui commencent à fumer plus simplement? C'est plus rare. C'est plus rare. Ça arrive. C'est beaucoup plus rare. Est-ce qu'on sait les raisons pour lesquelles ça arrive? Parce que là aussi, les raisons sont multiples. Il y a le produit, l'environnement et un moment de sa vie peut-être où on se dit pourquoi pas fumer? J'ai quelqu'un qui m'offre une cigarette, j'ai jamais tiré, je vais expérimenter. Et il y a des gens, heureusement, fort heureusement, qui ont des facteurs de protection, qui sont simplement, ils ont eu quelqu'un dans leur famille qui a eu un problème de santé, ou simplement le goût, ou le cerveau n'est pas fabriqué de la même façon, ils n'auront pas la même libération de dopamine, va faire qu'ils ne vont pas être engagés là-dedans. Alors, ce qu'on dit généralement, ceux qui commencent beaucoup plus tardivement sont moins fortement dépendants. Donc ça se retrouve un peu dans les éléments. Par rapport à quelqu'un qui a commencé beaucoup plus jeune. La dépendance sera beaucoup plus ancrée. Et il y a souvent moins de comportements. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas devenir dépendant, et ça ne veut pas dire que... Alors, il y a une catégorie aussi de fumeurs qui est très particulière, c'est des fumeurs qui fument de manière très occasionnelle. On en voit de temps en temps qui vous disent, moi je fume à Noël, 2-3 cigares à Noël, c'est mon cigare de Noël avec mon verre de whisky, donc c'est toute la construction aussi, le comportement, c'est le bon cigare de Noël dans le lieu, dans mon fauteuil avec mon whisky, etc., ou à Nouvel An. Qui pourront finalement effectivement maîtriser leur consommation. Ils sont pas nombreux, mais ils existent, faut les connaître, mais avec un risque aussi là aussi, un moment de dérapage et de dire à un moment je vais quand même perdre le contrôle parce que la nicotine elle est quand même beaucoup plus forte. Mais il existe effectivement des consommateurs qui vont occasionnellement consommer, ou en soirée par exemple. On dit en soirée je fume 2-3 cigarettes voire plus, et puis après pendant un an ils fument quasiment plus rien. Mais ils sont pas légion. C'est pas la majorité des personnes qu'on rencontre en consultation. Donc on s'apprête à vous projeter le programme des prochains webinaires qui sont prévus sur le mois d'octobre et de novembre concernant le mois sans tabac. Donc on a encore 7 webinaires qui sont prévus concernant différentes thématiques: le tabac et diététique, tabac et jeunes, substituts et prescriptions, les tabacs et troubles psychiatriques, tabac et précarité, tabac et périnatalité et cigarettes électroniques. Tous ces webinaires sont une façon différente d'aborder avec un œil neuf d'un professionnel différent à chaque fois les différentes thématiques autour du tabac, avec une mise à jour un petit peu des données si toutefois vous êtes déjà familier avec le sujet, ou ça peut aussi être une façon de vous introduire un petit peu ces problématiques-là si vous souhaitez vous former et vous informer sur ce qui se passe autour du tabac actuellement. N'hésitez pas à vous y inscrire. Je peux vous mettre, si vous le souhaitez, le lien dans la conversation, sachant que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà dû avoir l'information. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations dont vous avez besoin pour pouvoir nous rejoindre sur ces webinaires qui sont organisés également en visio et qui seront aussi disponibles comme celui-ci en replay par la suite après cette diffusion sur notre site internet du Mois sans tabac Grand Est. Je vous invite par ailleurs à nous suivre sur nos réseaux sociaux Mois sans tabac Grand Est pour pouvoir un petit peu avoir toutes les actus. Il y a beaucoup de choses qui se préparent là en novembre pour le Mois sans tabac, avec beaucoup de colloques, beaucoup d'événements dans tout le Grand Est. Donc on espère vous y voir nombreux, on espère que ça pourra vous intéresser et répondre à certaines de vos interrogations. On vous montre quand même, parce que voilà, vous êtes la voix off, mais de temps en temps il faut montrer... Voilà, donc j'espère que ce webinaire aura répondu à certaines de vos questions, vous aura apporté des informations. Je vais vous libérer, vous remercier pour votre présence et votre attention. Remercier les intervenants qui sont présents pour leur disponibilité, c'était très clair et très concis, je vous en remercie. Merci. Au plaisir de vous voir sur un prochain webinaire et je vous souhaite une bonne soirée à tous.